Bonjour, bienvenue à Faites-moi lire, où je reçois aujourd'hui une grande voix bretonne des lettres françaises, une conteuse des mémoires enfouies, des fractures invisibles, des silences obstinés. Irène Frein est historienne, romancière, journaliste. Agrégée de lettres classiques à 22 ans, elle a traversé les décennies littéraires avec cette rare capacité à mêler rigueur érudite et souffle romanesque au service d'une littérature exigeante, mais toujours accessible. De Quand les Bretons peuplaient les mers à Marie Curie prend un amant, de La fille à histoire à Un crime sans importance, prix Interallié 2020, elle construit une œuvre habitée par la mémoire de la pauvreté, elle qui est sortie de rien, La voix des oubliés, les creux de l'histoire, les arabesques amoureuses et les palimpsestes du cœur. Son dernier roman, L'or de la nuit, paru chez Julliard, est une traversée vertigineuse dans laquelle nous allons tout de suite plonger en compagnie délicieuse de son auteur. Bonjour Irène Frein. Bonjour Nicolas. Alors nous sommes à Paris en novembre 1708. Antoine Galland, traducteur des Mille et une nuits, est à bout de souffle. Il est assailli par une foule qui réclame la suite. Il vacille entre rêve et mémoire. Qui est Antoine Galland ? Antoine Galland est comme moi un sorti de rien, mais du XVIIe, où la famine menace toujours et la mort tue des tas de gens, dans un petit village picard. Je suis désolée, il n'est pas breton, c'est son seul défaut. Il est un homme universel. Il n'a pas besoin que... Il nous touche tous par sa volonté de réenchanter le monde, et quelles que soient les nationalités. Et il va tomber un jour sur le manuscrit, un bout de manuscrit des Mille et une nuits. Et les Mille et une nuits, le mythe des Mille et une nuits, celui qui va devenir universel, c'est lui qui va l'inventer. C'est un arabisant, il parle arabe, il est un des rares Français à parler, à écrire l'arabe, car il a vécu dans ce qu'on appelle le Levant, en Turquie, en Palestine, et il a beaucoup voyagé, il était secrétaire d'ambassade, et quand il découvre ça chez un Arménien de Paris, entre des balles d'épices et de poivre, il dit, bon, bah, c'est pas trop cher ce bout de manuscrit, je l'achète pour moi. Il rentre chez lui, enfin pas chez lui, chez son patron qui l'exploite. Un homme fort désagréable du reste. Oui, très puissant, et à la solde, évidemment, des caprices de Louis XIV. Il se met à le lire un soir, et il est subjugué. Il oublie même la langue arabe, il est embarqué dans la langue universelle du conte. Alors il va réussir à faire publier, il faut une autorisation, il obtiendra d'une femme, évidemment, la marquise d'O, dont on pourra parler, éventuellement. C'est comme ça sous Louis XIV, il faut une autorisation via la censure. Et cet homme décide à ce moment-là, il a une idée géniale de faire publier par petits fascicules. Et en fait, il invente le principe de la série Netflix. Il feuilletonne en quelque sorte. Oui, c'est presque le Netflix quand même de l'époque, parce qu'il laisse en suspens. Avec un cliffhanger, en effet. Et c'est un succès fou. À l'époque, on ne gagnait pas un sou quand on écrit. Tout allait à l'éditeur. Oui, tout allait à l'éditeur. En l'occurrence, une éditrice. Elle est très jeune et elle est veuve, mais enfin très entreprenante et pas du tout honnête, évidemment. C'est ça, c'est le personnage réel. J'ai gardé tel quel. Et simplement, c'est un succès fou. Et les gens s'entichent de ces Mille et une nuits. Et donc, il va acquérir d'autres manuscrits, 4, et là, il va tomber sur Scheherazade, quand même. Rien moins que ça. Donc, c'est lui qui va faire connaître à la France, et après, à l'Occident après lui, le personnage de Scheherazade. Et là, si vous voulez, cet homme a le souci de se faire le passeur de cet univers qu'il connaît bien, et il va traduire, mais traduire, réinventer, traduire en brodant, en donnant une structure et surtout une langue qui va être enchanteresse. Et en somme, il invente le mythe des Mille et une nuits, celui qui est si moderne, que nous connaissons tous, celui qui a, par exemple, qui a fait dire à Dylan, quand il a parlé de sa rencontre avec Suzy à New York, vous savez, peut-être vu le film Idéal, quand je l'ai vu, c'était les Mille et une nuits. Ou alors on dit, cette soirée, c'était les Mille et une nuits. Ce restaurant, c'est les Mille et une nuits. C'est lui qui a inventé ce mythe des Mille et une nuits. À ce sujet, vous écrivez, il traduisait, brodait,
traduisait, commentait, traduisait, inventait, traduisait, ornementait, coupait ici, allongeait là, sans scrupule. Il avait oublié ce qu'était le scrupule. C'est quoi ce type d'auteur? C'est un imposteur fécond ou un créateur malgré lui? Si je vous pose la question, Irène, c'est que dans un entretien, vous avez souligné combien, au début de votre carrière littéraire, vous étiez vous-même un petit peu tiraillé par le syndrome de l'imposteur. Donc, comment vous parlez comment vous décririez ce type de personne qui est ni un écrivain à part entière, parce que son matériau lui préexiste, et en même temps, sans la transformation qu'il opère, Oui, alors moi, le syndrome de l'imposteur, c'est parce que ma famille m'a interdit d'écrire. Ouais. Elle le continue Donc c'est d'ailleurs. plutôt classe sociale, quoi. Oui, Ouais. moi je sentais que c'était pas mon destin. Assigné, j'étais assignée d'abord à rien. J'ai raconté dans la fière histoire. J'avais pas de place dans ma famille, donc je suis partie très tôt et je suis venue ici à Rennes. Et de Rennes, j'ai entamé une autre vie tout à fait détachée de ma famille. Et en fait, c'est plutôt que je n'arrivais pas à cause de ça à me penser écrivain. Et donc le Nabab, pour moi, qui a fait mon succès, c'était une divine surprise. Vous voyez, lui, je me retrouve en lui dans la mesure où je me laisse emporter par mes sujets comme il l'a été. Je suis dans un autre monde et je me laisse emporter par cet autre monde et j'ai envie de le faire partager au lecteur par un travail sur la langue. C'est ça qu'il a fait. Et en fait, Galland est plus qu'un traducteur. C'est vraiment un écrivain parce qu'il a été happé par Sinbad, il a été happé par la divine Scheherazade, qui est une créature fantasmatique. Il s'est laissé habiter par le fantasme tout en étant conscient quand même. Parce que il n'est pas il n'est pas schizophrène au sens où il a perdre la conscience de ses actes. À la fin, quand tous les bons écrivains, quand il a fini d'écrire, viennent de ce côté des choses. Il connaît le prix des pommes de terre et des courgettes au magasin d'à côté quand même. Il sait qu'il doit les manger. Il se laisse emporter lui-même dans un fleuve et il devient une sorte de créateur où il restitue un élément très important du conte qui est la puissance narratrice. Alors moi, je défends la puissance narratrice. De la même façon qu'il y a une puissance comique, ce qu'on appelle la vis comica. Moi, je pense qu'il y a la vis narrativa, que tout le monde ne l'a pas. Moi, la dois certainement à mes origines bretonnes, parce qu'autour de moi, j'ai entendu beaucoup de contes racontés. Ma mère était un personnage totalement narratif. Elle allait au marché à Lorient et elle faisait toute une histoire avec des poules qui ne pondaient plus d'œufs. Vous voyez. Et moi, j'étais fascinée. Je pense que j'ai écrit pour essayer de la séduire. J'ai complètement raté avec elle. J'ai certainement mieux réussi avec les lecteurs. Et donc, en France, si vous voulez, au moment où j'ai commencé, c'était difficile. Le Nabab, je l'écris à un moment où on ne parle encore que de nouveaux romans, de Rob Grillet, etc. C'est très, très mal vu d'écrire des histoires, et des vraies histoires. Et maintenant, tout le monde veut en faire, et tout le monde cherche le secret. Je l'avais en vertu d'un environnement, et je me suis toujours intéressée à ceux qui racontent des histoires, quelle que soit leur nationalité. Les Américains, les Sud-Américains sont très forts. Ils n'ont pas eu ces crises-là. Les Indiens de l'Inde aussi, les Japonais, les Chinois. Nous avons eu une véritable crise de la narration. Et donc, Galland, je me retrouve en lui. C'est-à-dire, et à un moment, nous traversons, nous aussi, les écrivains, des crises où nous ne savons plus comment écrire, ou ne savons plus que écrire, nous nous sentons secs. Et lui, il est à un moment où on va lui réclamer la suite, et comme il n'a pas de support, il a besoin d'un support manuscrit venant d'Orient. On sait que des contes de Scheherazade, il y en a eu bien plus que... C'était une tradition orale. C'était une tradition orale, et on lui réclame la suite, et il ne peut pas l'écrire, et d'ailleurs, il ne veut pas. Il a été très traumatisé parce qu'il a été viré comme un malpropre par l'homme dont vous avez parlé tout à l'heure, ce Foucault, qu'il emploie d'un jour au lendemain. D'ailleurs, vraisemblablement parce que cet homme, lui, jalousait son talent narratif, la baguette magique, si vous voulez. Hein, et il ne veut plus écrire.
et veut se consacrer à une traduction du Coran. C'est un homme très moderne parce qu'il considère, il y a un texte de lui où il dit « Si l'Orient et l'Occident veulent se comprendre et arriver à la paix, il faut que nous, en tout cas, nous connaissions la langue arabe, la langue de l'autre. Et pour faire du commerce, mais parce que le commerce, c'est aussi la paix. » Et il disait une autre chose, c'est que la langue arabe avait une telle capacité de nuance et de poésie qu'elle méritait d'être traduite dans sa grâce parce que les textes littéraires, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, sont des vecteurs de paix et d'amour. Alors, c'est ça que j'ai aimé en lui aussi, cet homme qui est un passeur, mais pas seulement un passeur de textes, c'est un passeur de textes qui vont réconcilier les hommes. Il était de ces hommes à l'ancienne, convaincu que la mémoire, comme le courage et l'amour, a son siège dans le cœur. Oui, je crois. C'est un écrivain, c'est pas seulement un cérébral avec des théories, et c'est surtout pas quelqu'un qui a des recettes. Écrire, on n'écrit pas pour soi. On se raconte ça parce qu'on se dit j'ai peur de montrer mes textes. On est pudique, et ça, je le comprends. On écrit pour partager, parce que nous avons tous besoin, dans les moments difficiles, soit de notre propre vie, soit du collectif, les grandes crises comme on en traverse actuellement, nous avons besoin de prendre un envol vers un autre monde et à nous laisser enchanter par les mots. Or, les mots, depuis le début de l'humanité, ont cette vertu de réenchantement. Les contes sont nés des soirs où on avait peur dans les premiers campements humains. On avait peur de la nuit, on a la maladie, de la mort de ceux qu'on aime. C'est très joli. Et on va y revenir parce que je pense que c'est un élément hyper intéressant, ce que vous venez de dire. Comme voilà, lapsus, très révélateur. Moi, j'en fais à l'appel et lapsus et je les assume depuis le temps. Et aussi, on a peur de la mort. Et tout acte d'écriture est un acte d'opposition à la mort parce que, surtout, depuis qu'on les transmet par l'écriture, les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui. Et c'est pourquoi j'ai dédié ce livre à Boualem Sansal, avec un mot de Michel Butor, qui date des années 60. Tout écrivain est Scheherazade, tout écrivain est dans la menace de la mort. Précisément, je fais écho à la nuit, je fais écho au crépuscule. Le livre commence par une crise, et cette crise se passe au crépuscule. Et on pourrait même dire symboliquement, cette crise est le crépuscule de quelque chose. Oui. Alors, deux questions. Il y a évidemment un ressort narratif qui est de commencer par la nuit pour après raconter ce qui s'est passé. J'ai une autre question plus analytique peut-être, mais comme vous faisiez écho à votre mère tout à l'heure, je me suis demandé à un moment si ça ne résonnait pas avec une forme de nuit originelle pour vous. Vous parlez d'or, vous avez totalement raison. Oui, j'étais donnée mourante à la naissance. Je suis le fruit d'un déni de grossesse, c'est-à-dire ma mère n'a pas su qu'elle était enceinte. Elle a accouché sans savoir qu'elle accouchait, qu'elle avait un enfant. Donc comment vous dire, oui, la mort a pesé toute ma vie sur ma vie, mais j'ai eu envie de me la façonner moi-même, cette vie. Je suis une survivante, de me la donner à moi-même. Et c'est d'autant plus fort que ma famille m'interdit d'écrire toujours. Ça m'a été encore signifié. Mais ma famille ne supporte pas qu'il y ait un écrivain dans la famille. Donc, si vous voulez... À part Denise. À part de son Denise. Vivant, elle... oui, voilà. Elle, pas du tout. Elle, ma sœur, malheureusement, qui a été... assassinée dans des conditions par lesquelles on ne sait toujours pas par qui. Mais donc à ce moment-là, j'ai revécu une autre nuit. Et c'est devenu pour moi de plus en plus important d'écrire parce que ce livre aussi, c'est vraiment contre sa mort que je l'ai écrit. Je n'étais plus capable d'écrire après la mort de Denise, son assassinat tragique. Et donc, comment vous dire, je construis ma vie à travers, en opposant ces mots, et ce qui fait que je suis devenue finalement une personnalité assez solaire. Et à propos précisément de cette évolution solaire et
le crépuscule qui mène à l'aube aux doigts de rose, comme disait Homère, et à votre feu et regrettée sœur. J'introduis un nouveau personnage de votre roman qui est Nine. Oui. Et qui est Nine, qui est la fille de jardinier, Oui. délicieuse, adorable, peu sophistiquée au sens où elle n'a pas eu d'éducation et qui pourtant, très rapidement, développe une attention et un goût littéraire qui révèle chez elle une grande sensibilité, notamment imaginative. Alors là encore, qu'est-ce que ça dit de vous et de votre sœur? Je ne l'ai compris qu'après avoir écrit le livre. C'est quelqu'un qui m'a fait remarquer et qui m'a dit « Tu ne serais pas Nine, tu n'aurais pas été Nine. » Et là, j'ai dit vraisemblablement. Et je crois que cette scène où elle découvre les Mille et une nuits avec Galland, et qui ne lui raconte, qui ne lui lit pas l'histoire, il suit les calligraphies arabes du manuscrit, et il lui raconte une histoire qui n'est pas la lettre, qui est tout à fait autre. Il adapte pour cet enfant. Je pense que c'est une scène que j'ai eue avec ma grande sœur Denise. Et je ne m'en suis pas aperçue. Et c'est très bien, parce que si j'avais fait ça par calcul, ou si je m'en étais aperçue, je crois que la scène n'aurait pas eu cette grâce et ce naturel. Oui, cette grâce innocente, quasiment, cette spontanée. J'ai été cet enfant isolé, sans affection maternelle, qui a trouvé son Galland. Et aussi, mon père était capable de faire ça, parce que j'ai été sauvée par mon père. Oui, c'est ça, parce que votre père, lui, a autorisé votre goût littéraire. C'est votre mère qui était fermée. J'ai eu ma carte de bibliothèque à 5 ans. Ma mère, elle disait, on ne sait pas ce qu'on va faire de cet enfant. Je l'ai entendu derrière la porte de cette fille. Elle est très laide, et en plus, on pourra même pas la marier. Et bon, quand vous entendez ça à 12 ans derrière la porte, c'est la perte de confiance en soi totale. Donc, je pense que périodiquement, il y a quelque chose qui m'entraîne dans la nuit. Mais jusqu'à maintenant, j'ai fait quelque chose de mes nuits. Et c'est aussi la leçon des Mille et une nuits, parce qu'il y a des choses très cruelles dans les Mille et une nuits. Et Galland ne les a pas cachées. C'est que la nuit, c'est la matrice aussi des joies, des plaisirs, des découvertes, à travers l'amour et l'érotisme, on rentre dans un autre monde. Chacun de nous, par la littérature, peut allumer la lumière dans sa vie. Et comme je pense que je continue aussi à écrire, parce que la littérature, comme je vous l'ai dit, c'est du partage. Et tant que vous pouvez faire partager, rééliminer le monde, quelques vies, parce que nous sommes tous des souffrants, par tout ce qu'est la littérature, c'est-à-dire l'humour, l'éblouissement, mais aussi la cruauté. Mais vous pouvez toujours renverser retourner la peau du gant. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai vu qu'après la traduction de Galland, qui crée un précédent, qui est une première, et il est très rapidement copié à l'étranger, notamment en Hollande, et puis après en Angleterre. Et j'ai jeté des coups d'œil, parce que je regardais, j'ai toujours un goût pour les vignettes, et celle notamment en Hollande, pas la traduction, en tout cas l'adaptation, à 250 vignettes. Et puis je regardais, et en fait, il y a des traductions, des adaptations assez érotiques, d'autres qui sont beaucoup plus sobres et tout. C'est fou, parce qu'il y a un registre assez large. Alors, Galland, lui, s'était arrangé parce que pour faire quand même passer l'érotisme entre les lignes. Oui, c'est ça. Et c'est en ça qu'il est un véritable écrivain. C'est-à-dire que le texte originel, surtout les premières nuits sont très rock'n'roll. Ça commence quand même par un sultan qui découvre avec une un esclave noir, mais à 100 personnes, et les mots qui sont prononcés, bon, je les traduis pas ici. Bip, bip. Oui, bip, bip. Et c'est en ça que c'est sympathique. C'est aussi là qu'on découvre que cette culture arabo-musulmane,
elle n'était pas du tout... Jouissive. Elle était jouissive. Ouais, Il y a des femmes qui sont entrepreneurs, entrepreneureux, hein. ouais. Des femmes battues qu'on sauve parce que le texte dit clairement c'est scandaleux de battre sa femme jusqu'à la tuer. Ouais. Vous avez l'homosexualité pas très courante. Tous les pauvres métiers sont représentés et c'est assez souvent les esclaves femmes d'ailleurs, comme dans Ali Baba, qui sortent les patrons d'affaires et ils les épousent. D'ailleurs, Ali Baba, c'est une nouvelle un peu policière, hein, c'est une nuit un peu policière. Et donc, il y a quand même 38 cadavres tués par Ali Baba et il y a quand même la police, entre guillemets, de l'époque qui débarque. Et c'est l'esclave qui, avec une espèce de danse très voluptueuse, arrive à faire fuir la police et sauve Ali Baba, qui du coup l'épouse. C'est quand même formidable. Bon, et il y a beaucoup d'humour dans Les Mille et Nuits. Il y a même un texte, le Dormeur éveillé, où il y a tout un quartier qui se révolte contre un mollah qui veut appliquer une espèce d'islam rigoriste qui est impraticable en société. Donc, ça aussi, précisément, c'est là le problème, il vient avec le moment où l'islam politique a commencé à tout régenter. Alors, pour en revenir à l'érotisme, oui, Galland, l'un de ses génies, c'est qu'on voit tout ça sans que ce soit écrit. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a passé la censure. Puis, de vous à moi, les censeurs, ils étaient les premiers émoustillés. Et c'est la suite, avec tous les autres. Et pour passer les censeurs, il pouvait aussi compter sur l'appui de Madame la marquise, Madame d'O. Pouvez-vous nous la présenter? Alors, elle s'appelle Madame d'O, D''O. Et elle a vraiment existé avec ce nom. C'est-à-dire que je n'ai pas inventé, je n'ai pas pensé à Histoire d'eau. Non, alors c'est une femme qu'il a rencontrée, notre petit Galland, à Constantinople. Il était secrétaire d'ambassade. Et en fait, elle avait 12 ans de moins. Il lui a donné des cours de grec moderne à sa demande. Et c'était la fille de Guy Gragt, qui est l'auteur des lettres de la religieuse portugaise. Qu'on a contesté pendant longtemps. Maintenant, on sait que c'est lui, vraiment. Texte flambant d'un érotisme contenu, torride, d'une religieuse pour un cavalier français merveilleux. Fait scandale à l'époque. Et qui était devenu un best-seller par là même. Et elle s'appelle donc Guy Gragt et il tombe amoureux d'elle. Et elle s'amuse beaucoup avec lui. D'ailleurs, on la retrouve dans un ou deux contes des Mille et une Nuits, quand il fait un portrait d'une héroïne qui n'est pas du tout dans le conte. Il appelle Parisade, et c'est elle. Elle fait du cheval, elle s'habille en homme. Et alors, cette femme, évidemment, elle ne va pas l'épouser. Lui, c'est un peu le ver de terre amoureux d'une étoile. Il n'est rien du tout, lui. Il sort de rien, donc c'est inimaginable. Mais il la retrouve à Versailles, et là, elle est très puissante, parce qu'elle est en fait agent de renseignement pour Madame de Maintenon. Et son mari, le marquis d'O, qui est comme elle extrêmement doué pour l'intrigue et pour le silence, la clandestinité du pouvoir, lui, il est espion pour Louis XIV. Et donc, il a accès à un cabinet particulier, le cabinet de derrière. Et tous ces deux-là, chacun de leur côté, renseignent pendant toute la journée. Et donnent des renseignements à Louis XIV et à la Maintenon sur les effroyables intrigues que tissent de leur côté les gens de la famille royale pour dézinguer la Maintenon et surtout pour parvenir à être sûr de prendre la place des autres au moment où Louis XIV mourra. Alors vous voyez, et ils sont là-dedans, ils sont espions, et ils sont très habiles. Irène, je vous pose la question parce que vous décrivez évidemment le Versailles d'intrigue que nous aimons tous en France, évidemment. Mais n'y a-t-il pas un subtil et pourtant très important lien entre le Versailles des intrigues, le Versailles aux milliers de chambres, et Scheherazade aux milliers de contes? Je vous pose la question parce que vous avez raison. Parce que c'est un labyrinthe social et symbolique, mais c'est Versailles, et c'est un labyrinthe vital et d'où il faut qu'elle sorte, Scheherazade. Oui, mais c'est même le même labyrinthe architectural.
je suis allée revoir le sérail de Constantinople. Ouais. Et c'est le même système architectural d'endroits où on ne pénètre pas, de cabinets dérobés, de C'est ça. portes, etc. C'est-à-dire que tous les pouvoirs absolus génèrent ce type de personnage, ce type d'architecture. Je pense que, par exemple, chez les grands dictateurs, c'est actuellement, pensez qui vous voulez, c'est comme ça. Dans ces palais, ils construisent des palais avec des gardes, il y a des gens qui goûtent les repas. À la cour de Louis XIV, c'est la même chose. La chambre de Maintenon était gardée par 40 hallebardiers. Vous voyez, il y a des mots de passe pour entrer à Versailles à la fin du règne. Il n'est plus du tout le monarque solaire. Il y a un côté nocturne aussi Oui, là-dedans. puis après la famine et puis les déboires de l'armée, de toute façon, il a perdu beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une ambiance tyrannique et finalement, chez Sherazade, le conte oriental libère par l'imagination, alors qu'en France, ça va être par la Révolution. Oui, alors il y a aussi l'issue de la littérature. Et c'est ça. la voie que choisit Galland. C'est ça. Et Galland, c'est le Sherazade de Versailles. C'est ça. Et d'ailleurs, il décrit Versailles en même temps qu'il décrit l'Orient. Voilà, c'est C'est ça. la même ça. chose. Mais c'est ce que Il y a j'aime des beaucoup, jeux le parallèle, le jeu de va-et-vient entre les deux. Ouais. Et il connaît Ouais. très bien. Et il connaît très bien, il ne veut pas y participer. C'est-à-dire que le jour où le roi veut le nommer antiquaire royal, il refuse, Tout à la fin, oui. il ne veut pas. Mm. Et le roi est quand même très intrigué, admiratif, et dit cette phrase sublime: tout le monde ne fait pas de même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas dupe non plus de ses courtisans. Un autre personnage, le dernier que je souhaiterais évoquer avec vous, mais qui a énormément aussi de charme, qui est Anna. Alors, Anna est son mentor, évidemment, mais Anna, ce jeune conteur venu d'Alep. Alors, il ne sait pas qu'il est conteur. Anna, je le définirais comme un migrant. C'est-à-dire que c'est un gars qui a quitté sa famille parce qu'il s'est cru appelé par Dieu pour entrer au monastère. Il n'a pas supporté. Il est maronite, un chrétien d'Orient, si vous voulez, de Syrie. Et sa famille l'a rejeté parce que c'était... l'a rejeté pour ça. Il s'est retrouvé seul. Et là, il s'est fait mettre le grappin dessus par un forban français venu piller des antiquités en Orient pour le compte de ces puissants... Des plutocrates locaux. Des plutocrates de l'époque, y compris le roi. Et il devient le valet et le traducteur, mais surtout le valet et surtout le souffre-douleur de cet abominable personnage. Et il se retrouve à Paris. Il parle français, bien entendu, mais il ne déchiffre pas ce monde et il est traité comme une chose, comme si vous voulez, un sage savant. Et c'est comme ça qu'il va rentrer à Versailles. Il va être promené comme chose à Versailles, mais du coup, il va être entré, il va pénétrer dans des endroits où personne ne rentre jamais. Or, le miracle, c'est que 55 ans après, ce jeune homme, devenu vieux, est rentré à Alep, a raconté tout ça. Et ce texte a été retrouvé, c'est encore une histoire de manuscrit perdu et retrouvé, à la Bibliothèque Vaticane, et traduit il n'y a pas longtemps. Et il est question de Galland. Et à un moment, les deux histoires se croisent. Alors, je ne vous dis pas comment, mais il y a une amitié entre Galland, qui est quand même âgé, et ce jeune homme. Galland va tout faire pour le faire sortir de France, parce que lui, ce migrant veut rentrer sans y arriver du reste. Sans y arriver, parce que les intrigues, parce que surtout cette espèce de formant d'antiquité, vous voyez, complètement corrompu. A tout fait pour essayer de le garder. Tout fait pour essayer de le garder. Mais finalement, il s'est sauvé et on a son témoignage. J'aime beaucoup ce personnage, on les aime tous, parce que finalement, lui, il devient finalement une figure vivante de Sherazade, le moment où il donne de la matière, il donne du matériau à Galland. Ça va lui échapper, parce que les Orientaux sont des narratifs. C'est ça. Ils sont narratifs, vous voyez. Et donc, du narratif va lui échapper, mais il ne va même pas s'apercevoir de ce qu'il donne à Galland. Et surtout, il va le faire spontanément, avec
un sens. Il y avait beaucoup de conteurs jusqu'à une époque récente en Syrie et dans tout le Levant, dans tout l'Orient. Et c'est un homme d'Alep et il va le faire spontanément. Et comment vous dire, la grâce, c'est pas possède un trésor. C'est ça. Il est jeune, il a 20 ans, il veut partir, il veut vivre, il est enfermé, on abuse de lui, on abuse certainement de lui sexuellement aussi. Il veut se sauver, il veut retrouver son Alep, il veut retrouver le souk, il veut retrouver l'odeur du sésame, il veut retrouver ses fondamentaux. Les lumières sur les murs. Oui, et puis il se réconcilie avec sa famille et finalement redevenir toute honte bue, marchand de soi. Cette soi qui a uni aussi l'Orient et l'Occident. Et bien sûr, parce que vous dites précisément à un moment, il fit de son texte, en parlant de Galland, il fit de son texte une de ces soieries dont raffolent les danseuses de Smyrne et de Constantinople, transparentes sans lettres, opaques ce qu'il faut, cependant diaphane. Oui, la découverte de la soie, ça a été fondamental en Occident. Vous savez, les routes de la soie étaient immensément longues et dangereuses, et c'était aussi le soir, sur les routes de la soie, qu'on racontait des histoires. Nos vies sont faites de rencontres, d'histoires qu'on nous raconte, d'histoires que nous racontons, d'histoires que nous vivons avec ceux qui nous racontent des histoires. Le monde est tissé d'histoires, et le symbole de ça, c'est sur les marchandises qui voyagent, et les histoires nous rassemblent tous. Nous sommes des êtres non seulement historiques, mais nous sommes des êtres narratifs. C'est pour ça que les enfants ont besoin d'histoire, mais les plus âgés aussi. Mais vous l'êtes particulièrement narratif. On va y revenir un petit peu plus tard. Pas dur, on y vient tout de suite. Vous dites des gens d'Alep, évidemment en rebondissant sur Anna, que il recueille au vol un gobelet de vent pour le remplir de rêves. Est-ce que c'est pas la plus belle définition du conte? Alors, je vais accueillir ce que vous dites très simplement parce que c'est une phrase que j'ai inventée. Donc, vous me faites rougir. Oui, mais de fait. Oui. En tout cas, du conte oriental. Écoutez, dans ce texte, j'ai été sincère. J'ai essayé de trouver les mots pour traduire des choses qui me paraissent, depuis que j'écris, essentielles et surtout rassembleuses dans ces temps difficiles. Galland écrit jusqu'à l'épuisement. Est-ce que vous-même, vous avez eu des nuits de vertige comme ça? Oui. Oui. Et quelqu'un dans ma désastreuse famille m'a jeté cette phrase il y a quelque temps, parce que c'est toujours l'interdit d'écrire. Est-ce que tu vas continuer à écrire comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive? Eh bien, la réponse est oui. J'écrivais pour ne pas mourir. Oui, et ce sera très tard. Donc, parce que c'est sans doute de l'encre qui coule dans mes veines à la place du sang. En tout cas, mon sang, c'est l'écriture. Arrivez-vous maintenant, avec les années qui ont passé, à trouver une explication rationnelle de cette opposition incompréhensible, violente, voire méchante de votre famille à l'égard de votre talent littéraire? Je n'en cherche plus, je vis. Je vis parce que à un moment, c'est tellement absurde et stupide, puisque les histoires et les livres sont tellement essentiels à nos vies, que ça vaut même pas le temps de chercher l'énergie. Il faut faire à un moment, et avancer. Et il faut plus s'interroger. C'est comme ça. On pourrait s'arrêter sur cette phrase, mais on va la redoubler avec une dernière question. Je vais vous citer vous-même en vous demandant de me dire comment cette phrase résonne en vous. Une partie de notre vie, nous dit Scheherazade, se joue en notre absence. Oui, bien entendu. Je crois que nous ne contrôlons pas tout. Nous ne contrôlons rien, sauf en démocratie, notre droit de vote et la liberté de créer et d'être artiste, de travailler, de bouger. Toutes les lois démocratiques, elles nous sont précieuses. Pour le reste, nous ne contrôlons pas, mais c'est aussi le sel de la vie. Et c'est ça qui nous aide à avancer. Parce que, vous savez, l'une des pires choses, c'est quand même de s'ennuyer. Et c'est en s'ennuyant qu'on devient aigri et méchant. Alors,
Alors qu'en lisant, en écrivant, comme disait Julien Gracq, en flânant, en voyant des belles choses, les créations des autres, des rencontres belles comme celle-ci, ben, nous repartons d'un pas plus léger dans cette vie. Et euh, comme dit l'autre, rien ne... C'est Souchon hein, qui dit ça, Alain Souchon, rien ne vaut mais la la vie vaut tout. Hmm. Hein, et euh, vivons-la. Vivons-la, créons, sourions, avançons. Aimons-nous, Euh, partageons, lisons, chantons. Dans ce roman somptueux et labyrinthique, Irène Frein tisse les voix du savant, du rêveur et de l'écrivain en crise. Elle entremêle fiction historique, réalité biographique, méditation intime et hommage au pouvoir salvateur de la parole, du conte de l'écriture. Comme Scheherazade, elle écrit pour veiller, pour sauver, pour transmettre. Et si, pour chacun de nous, la nuit, avant de devenir l'or du matin, n'était-il pas d'abord ce lieu où la mémoire et le conte se rejoignent? Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.